Donc, le dernier point qu'on va aborder, c'est le Sacre du printemps. Donc, le Sacre du printemps, c'est chorégraphié par Nijinsky. La musique est composée par Stravinsky et on est en 1913. Donc, en fait, on est une vingtaine d'années après le lac des Cygnes. Donc, finalement, c'est pas si éloigné que ça dans le temps, mais vous avez vu les vidéos qu'en termes d'esthétique de danse et de technique de danse, c'est complètement différent. Alors, le Sacre du printemps, ça a été joué par les ballets russes. Juste, je vous donne deux, trois infos. Le ballet russe, en fait, c'est la première compagnie de danse indépendante. Avant les ballets russes, il y avait toujours, comment je vais dire, un théâtre avec une compagnie et il restait toujours au même endroit. Là, les ballets russes, il va prendre les meilleurs danseurs du théâtre Mariinsky en Russie, il va les amener en France et ils vont faire ce qu'on appelle de la création contemporaine. Donc, ils vont demander à des compositeurs, à des chorégraphes, à des peintres de venir créer des œuvres originales. Et quand on dit contemporaine, c'est pas qu'ils font de la danse contemporaine, mais c'est que c'est nouveau. C'est quelque chose qui n'existe pas jusqu'à présent. Donc voilà, c'est Stravinsky qui va avoir l'idée de la musique. Donc lui, il va composer une musique parce qu'il a envie, il a ça dans sa tête. Donc à un moment donné, il crée cette musique du Sacre du printemps et il va demander à Nijinsky d'en faire la chorégraphie. Et les décors, eux, seront de Nicolas Rerich. Bon, je vous dis juste pour l'info, pour la petite culture. Voilà. Et en fait, le Sacre du printemps, c'est quoi? C'est une musique qui se décompose en deux parties. On a l'adoration de la terre et le sacrifice. C'est un ballet où il n'y a pas de narration, où il n'y a pas d'intrigue, et qui va se terminer par le sacrifice d'une jeune fille lors d'un rite de célébration du printemps. Donc on est vraiment très très loin des thématiques romantiques qu'on avait il y a 20 ans. La première, elle a lieu à Paris le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées. Et là, c'est la catastrophe parce qu'en fait, ça va faire scandale. Ils vont même pas pouvoir aller jusqu'au bout du spectacle parce que tellement c'est pas possible en fait pour les gens de voir cette danse-là et d'entendre cette musique-là en 1913 au Théâtre des Champs-Élysées. À votre avis, pourquoi, vu que vous avez regardé l'extrait? Pourquoi ça fait scandale? Bon, de nos jours, quand on regarde la vidéo, on se dit bah oui, ça va. Mais pourquoi en 1913, à votre avis, on s'est dit ouh là là, mais c'est pas du tout possible? Personne n'a une idée? Faustine, t'as pas une idée? Oui. Si? Mais je te vois pas, c'est pour ça, je t'ai perdu sur mon écran. Alors, à ton avis, pourquoi? Parce que les costumes sont pas les mêmes, les pas non plus. Dans certains extraits, il n'y a même pas de chaussons. Il y a quoi? Et la musique, c'est pas la même, enfin, c'est pas celle qu'on a l'habitude d'entendre à cette époque-là. Tout à fait. En fait, c'est complètement en rupture avec ce qui se fait jusqu'à présent. Donc, j'avais répertorié ici, je vais vous remettre un peu ça. Du coup, pourquoi ça fait comme ça scandale? Parce qu'on brise totalement les codes de la danse classique. On va danser en dedans. Alors, pour ceux qui font de la danse classique avec moi, ils doivent se dire, ouh là là, c'est pas possible. Chaque fois, je vous dis ça. Mais du coup, c'est là où la danse classique, elle va prendre un nouveau virage et qu'elle va partir vers ce qu'on appelle le néoclassique. Donc, on abandonne l'en dehors, on vient se mettre en dedans. Des gestes saccadés, des mains désarticulées, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Il y en a même dans des articles de journaux qui iront jusqu'à dire que c'est une danse bestiale, que ça n'a rien d'humain en fait, quelque part. Et pour la musique, alors on abandonne complètement le côté lyrique, le côté romantique, le thème, là, tout ce qu'on a parlé avec Tchaïkovski, là, on abandonne. On est sur une musique beaucoup plus brute, beaucoup plus archaïque. Et il y a un vrai travail rythmique à la fois du côté de la musique qui est complètement novateur et à la fois du côté corporel.
Et donc, bah voilà, du coup, en 1913, les gens, ils ont crié au scandale, ils sont sortis de la salle, et c'est que quelques années plus tard qu'on a pu redonner cette pièce et qu'elle a trouvé vraiment quelque part son public, et qu'on a vu à quel point c'était inventif, et que ça répondait à une modernité voilà, nouvelle de ces années-là. Alors, juste pour la petite histoire, pour terminer, en fait, entre Stravinsky et Nijinsky, ça n'a pas du tout été simple de collaborer. Autant entre Tchaïkovski et Petipa, par exemple, c'était plutôt fluide, ils étaient plutôt, on va dire, d'accord et sur la même longueur d'onde. Entre Stravinsky et Nijinsky, ça va être très, très houleux. On a des articles de journaux qui nous disent que Stravinsky était complètement agressif envers Nijinsky, et que Nijinsky se sent un peu pris pour un idiot par Stravinsky au moment où ils doivent travailler ensemble. Alors, je vais vous lire cette petite phrase de Nijinsky qui dit « Igor m'exaspère ». Donc, Igor, c'est Stravinsky. « Avec tout le respect que j'ai pour lui en tant que musicien, et cela fait des années que nous sommes amis, mais nous perdons tellement de temps parce que Stravinsky s'imagine qu'il est le seul à s'y connaître en musique. Lorsqu'il travaille avec moi, il m'explique la valeur des noirs, des blanches, des croches et des demi-croches, comme si je n'avais jamais étudié la musique. » Donc voilà, ils vont avoir une collaboration un peu compliquée, mais Nijinsky est quand même un chorégraphe extrêmement talentueux, qui finira très mal, hein, parce que Nijinsky finit complètement fou. Mais en tout cas, il avait vraiment du génie et une folie incroyable, en tout cas dans ce qu'il va développer corporellement et musicalement. Et du côté Stravinsky, c'est aussi voilà, un compositeur de génie qui avait vraiment une grande, grande modernité. Voilà, alors je vais juste conclure en vous disant que, en fait, il n'y a pas de recette idéale pour la danse et la musique, qu'au fil des années, ça a évolué, que cette histoire, je pourrais encore la continuer, parce que là, on n'est qu'en 1913, il s'est encore passé plein de choses jusqu'à nos jours. Mais bon, voilà, il faudrait beaucoup plus de temps, et puis là, c'est vraiment des éléments très, très rapides. Mais enfin, voilà, c'est important d'avoir tous ces repères en tête, et quand vous allez voir de la danse, essayez de vous demander comment ça a été, comment ça a été fait, et quel genre de relation il y a. Est-ce que c'est une relation qui est complètement harmonieuse, en symbiose, ou est-ce qu'au contraire, le chorégraphe, il va prendre un peu de liberté par rapport à la musique, et il va parfois la détourner, ou utiliser un autre tempo que celui qui est proposé à l'oreille. Enfin voilà, essayez de voir comment ça peut fonctionner. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On a moins d'une minute, après on va être coupé. Oui, non, c'était clair, c'était pas clair? Oui. Si? C'est très clair. Je vous ai appris des trucs au moins, j'espère? Oui. Oui. Ouais, Oui. moi je savais pas que le sac du printemps c'était écrit avant. Si. Ouais, et pourtant j'ai fait ma maîtrise sur Stravinsky, mais je savais pas. Il a eu l'idée, il l'a écrite, et puis après il a filé la parole ouais. à Nijinsky, et lui s'est mis au travail. Ça, Mais je c'est savais souvent pas. le cas hein, dans la danse, c'est souvent la musique qui préexiste quand même. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, je vous mets ça plus le PowerPoint avec tous les liens des vidéos que vous pourrez regarder tranquillement à la maison. Et puis, voilà, je vous rends à vous-même. Puis j'espère qu'on se verra bientôt en vrai. Voilà. Et il y Oui. aura d'autres rendez-vous, donc n'hésitez pas à revenir. Comme ça, au moins, on est ensemble, même si on est loin. Ça marche? Qui a une question? Ah non. Bon. Et je vous dis à bientôt. À À bientôt. bientôt. À bientôt. Salut. Salut.